Voilà, donc on va continuer avec la session 3 qui portera sur l'implication de l'AFCA dans la préservation de la qualité de vie des patients. Et donc, la première contribution, ça sera sur l'état des lieux de l'origami, justement, programme de TP par Cécile Coquille. Je ne sais pas si... Oui, voilà, elle est là. Parfait, donc du Kremlin-Bicêtre. Merci. Bonjour, merci. Vous avez largement couvert mon sujet avant même que j'arrive, donc je vous remercie. On va pouvoir juste discuter. Moi, je vais vous parler un petit peu de notre expérience, enfin reprendre un peu les étapes de la construction d'un programme d'éducation thérapeutique et notre expérience au Kremlin-Bicêtre, qui est centrée uniquement sur l'amylose héréditaire à transthyrétine. Voici mes liens d'intérêt. Et donc, j'avais pas bien regardé le titre de la session, mais je vois que j'ai joué juste parce que globalement, c'est vraiment l'idée de faire une passerelle entre les patients et les soignants. Et pour moi, c'est ça que représente l'éducation thérapeutique. Et les étapes qui ont été faites dans cette maladie pour l'éducation thérapeutique ont été toujours faites avec l'aide de l'association de patients. Parce que sans cette aide, nous n'aurions probablement pas réussi à construire un programme qui répondait aux attentes des patients, pas réussi à faire venir les patients sans le soutien de l'association. Et surtout en coordination avec le patient expert ou référent. Je sais que Mireille est un petit peu à cheval sur les mots. Mais voilà, qui reparle de cette passerelle, de cette personne qui aide à ce que la communication se fasse, qui est un facilitateur, peut-être que c'est le terme qui serait le plus adapté à mon sens, pour faire en sorte que l'échange se fasse au sein de ces sessions. Parce que certes, il y a un apprentissage sur les connaissances, un apprentissage d'auto-soin dans certaines circonstances, mais avant tout, il y a un moment d'échange et de partage entre soignants et patients, et surtout entre les patients. Alors, qu'est-ce que le TP ? On va revenir un petit peu rapidement là-dessus. C'est un processus qui est continu, qui est intégré aux soins, qui aide les patients à maintenir ou acquérir des compétences pour gérer, vivre avec une maladie chronique. C'est une approche qui est centrée sur le patient et ses proches quand cela est pertinent, et qui est complémentaire des soins médicaux, qui ne va pas remplacer ces soins. Les objectifs, ils vont dépendre aussi de la pathologie, mais avant tout, c'est une notion de compréhension et éventuellement de compétence quand c'est nécessaire, dans le but d'une autonomisation du patient et de prévenir certaines complications, certaines consultations, certaines hospitalisations, et à terme, améliorer la qualité de vie et le vécu de la personne dans sa maladie chronique. Alors, certaines personnes disent c'est peut-être un peu redondant avec les nombreuses informations qui sont données aux patients. Alors oui, il y a beaucoup de sources d'informations différentes qui existent, qui peuvent être administrées par les professionnels de santé, par les associations de patients, par Internet. Après, ce n'est pas toujours facile de faire en sorte que ces informations répondent aux questionnements ou aux besoins de nos patients. Parfois, il y a des informations qui sont contradictoires selon les sources. Il y a des informations qui ne sont pas validées scientifiquement, donc d'où l'importance de, si nos patients veulent aller consulter des données sur Internet, qu'on puisse les orienter. Et parfois, ce n'est pas facile de les hiérarchiser. Ça peut conduire à des fausses informations. L'outil numérique est une bonne idée, mais n'est pas forcément adapté à tous, à certaines personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas les compétences requises. Et même dans le cadre idéal de la consultation avec un soignant, quel qu'il soit, on sait qu'il y a tellement d'informations qui sont données, il y a une situation de stress, qu'une part minime des informations peut être retenue. Donc d'où l'importance de multiplier les sources d'informations, de les répéter et peut-être d'utiliser d'autres moyens. On a réfléchi, et d'autres ont réfléchi, à quels étaient les besoins des patients. Pour cela, c'était lors de la mise en place de notre programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle EDAMIL, qu'on a un peu enrichi avec Origami avec les années, où on a fait des entretiens semi-dirigés avec des patients ou des aidants, et on a constaté que les personnes avaient une bonne connaissance de la maladie, mais qu'elles rencontraient des difficultés pour en expliquer le mécanisme et avaient des difficultés pour connaître les options de traitement, désolée pour la faute de frappe, et avaient un impact très négatif sur le ressenti de cette maladie et de vivre avec cette maladie avec une crainte importante de perte d'autonomie. Il y a 2 ans, il y a un travail qui a été fait, qui a été publié dans le BMJ Open, auquel un certain nombre d'entre vous ont participé, et donc en mettant le patient au centre de la prise en charge et en permettant d'identifier quelles étaient les choses les plus
prioritaires ou importantes pour eux dans leur suivi, notamment sur l'accompagnement, les soins de confort et la prise en charge non médicamenteuse et symptomatique. Donc tout ça, ça permet de mieux cibler quels sont les besoins. Il y a un cadre réglementaire qui existe, on ne va pas revenir dessus, mais aujourd'hui, il faut que les programmes soient structurés et formalisés, qu'ils soient autorisés par les ARS, qu'il y ait des évaluations régulières, donc c'est évaluation annuelle, évaluation quadriennale, et qu'ils soient dispensés par du personnel formé au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Donc ça demande un certain nombre de ressources, qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Il y a de plus en plus d'UTEP, d'unités transversales d'éducation thérapeutique, qui sont des unités qui peuvent venir en aide, proposer du personnel, coordonner plusieurs programmes ou utiliser certains ateliers qui peuvent être dispensés dans le cadre de plusieurs programmes. Donc notre programme, il se fait en plusieurs étapes. Donc un bilan diagnostic éducatif à l'aide d'un entretien individuel par un soignant qui vise à obtenir l'adhésion du patient et définir quels sont ses objectifs, quels sont ses projets de vie. Après cela, il y a des ateliers de tronc commun qui sont obligatoires, si on peut dire, qui se font en groupe sur la connaissance de la maladie, la connaissance des traitements disponibles, anti-amyloïdes et symptomatiques, et l'organisation du suivi médical. Ensuite, il y a plusieurs ateliers de groupe concernant notamment le maintien de l'autonomie, l'autorééducation, le faire face aux situations complexes qui sont choisis au cas par cas en fonction des objectifs. Et à l'issue du programme, il y a un entretien individuel sur la synthèse, avec une synthèse sur le parcours et définir s'il faut fixer de nouveaux objectifs et dans quel cas proposer d'autres ateliers complémentaires. Donc ça, c'est un exemple d'un atelier, mieux connaître la maladie. On définit les objectifs, les outils qui sont des outils qu'on peut manipuler. Je vous ai apporté les petits... je suis venue avec ma petite mallette de origami. On a une petite carte, des petites cartes de situation que les patients vont pouvoir choisir. Donc vraiment, l'idée, c'est de manipuler des objets parce que c'est comme ça que... on trouve que la communication se fait plus facilement et permet de favoriser la discussion. Chaque atelier s'ensuit d'une évaluation pour s'assurer que les objectifs ont été atteints. Donc on essaye de faire ça sous forme ludique. Cet atelier, on demande aux patients d'expliquer à un médecin sur un lieu de vacances, on invente toujours une situation cocasse, d'expliquer au médecin qu'il rencontre, qui ne connaît pas l'amylose, quelle est la pathologie dont il est atteint. Donc voilà un petit peu comment ça se passe chez nous avec nos cartes symptômes, un espèce de système de collier qui représente le tétramère de la transthyrétine en position instable ou stable, et puis l'utilisation de paperboard pour dessiner, pour remettre des post-it, avec une participation des patients. Donc des outils qui permettent de parler de la maladie et pour discuter du maintien de l'autonomie, par exemple. En synthèse, on a l'impression d'un retour positif. Ça fait un certain temps que ce programme existe chez nous. Alors, on a rencontré des hauts et des bas, on va pouvoir en discuter. Clairement, on a l'impression qu'il y a une meilleure connaissance et une capacité d'auto-soin qui a été développée avec l'identification de certaines situations qui doivent faire conduire à une consultation ou non. Des temps d'échange qui sont en dehors du soin et qui permettent vraiment d'une discussion avec une situation différente, une position différente des soignants et des patients. Des moments de rencontre particulièrement riches. Et je pense que Mireille pourra peut-être témoigner, vraiment, les patients entre eux reviennent d'un groupe à l'autre, sont vraiment contents de se retrouver, contents d'échanger, contents de voir qu'ils ne sont pas seuls. Au début, ils sont parfois réticents, ce que je comprends très bien, à l'idée d'être avec d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Mais finalement, c'est quelque chose où il se passe un instant un peu magique. Et il y a la place du patient expert qui a un rôle de facilitateur. Les pistes d'amélioration ont été un peu abordées préalablement. Donc, en effet, on pourrait améliorer l'accessibilité. Comment faire venir des personnes dans un centre de référence qui peut couvrir une grande partie du territoire. Comment avoir des groupes avec suffisamment de patients. Et quand je dis groupe, je suis gentille, 2, 3, ça nous suffit. Dans des centres où il y a peu de malades qui sont suivis. Il y a un grand temps de coordination médicale et administrative qui est importante et qu'on a parfois du mal à libérer dans nos emplois du temps compliqués. Et puis la question de varier les supports qui a été abordée, de faire quelque chose en distanciel.
Alors, avant de pouvoir faire quelque chose en distanciel où on peut manipuler des cartes, où il peut se passer une émotion, moi, ça me paraît compliqué, mais je suis ouverte à essayer d'autres choses. Et puis, il faut aussi se dire que on peut aussi dire qu'on peut faire mieux, mais aussi on peut être aidé, peut-être. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de cette activité avec une valorisation financière autre que la labellisation du programme d'ETP et qu'on puisse faciliter les déplacements des patients qui ne sont pour l'instant pas pris en compte pour l'ETP à proprement parler. J'ai fini, promis. Voilà, mais merci beaucoup pour cette présentation. Donc, effectivement, on peut dire que c'est un réel atout, hein, le TP pour les patients. Voilà, donc nous passons à la présentation suivante. C'est Emmanuel Jams qui va nous présenter les résultats de l'étude AmiLife au niveau international. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je m'appelle Emmanuel Jam, je travaille à l'amyloïdosis Alliance, Fédération internationale d'associations de lutte contre l'amylose. Et cette fédération a, sur l'année 2024-2025, mais également 2026, choisi de faire une focale très importante sur une étude destinée à mieux comprendre les difficultés que vivent les patients et leurs proches atteints d'amylose. Alors, pourquoi cette étude? Pourquoi cette enquête? Eh bien, ce qui nous manque finalement le plus dans l'écosystème des données à notre disposition, ce sont la parole des patients et des proches, les principaux intéressés. Et comprendre finalement les difficultés quotidiennes des patients dans leur parcours de soins, eh bien, c'est le rôle d'un acteur associatif comme l'Amyloïdosis Alliance. Évidemment, constater, c'est un point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Le but est aussi d'utiliser ces enseignements pour mettre en œuvre des actions qui répondent aux interrogations, mais aussi d'influer sur les décideurs publics dans l'intérêt des patients en premier lieu. Et avec ce genre d'études, l'ambition de l'Alliance, c'est de servir la cause au nom d'une communauté de patients. C'est un outil au service de l'objet social qu'est la lutte contre l'amylose. Et puis, ce type d'étude aussi, elle s'inscrit dans le temps. C'est aujourd'hui une photographie à l'instant T qui doit être renouvelée pour mesurer l'évolution favorable ou non et d'en tirer les conséquences sur l'organisation du système de soins, sur la vie quotidienne des patients avec une amylose. Nous avons mis en place un conseil scientifique afin de donner du poids, de la valeur scientifique à l'étude, tant sur la démarche que sur les résultats attendus. Un groupe d'une vingtaine d'experts reconnus sur toutes les formes d'amylose. Et puis, nous avons également adjoint ce comité à un groupe de travail plus spécifique sur la construction fine des questions composées de patients. Et cette démarche, pour nous, elle était essentielle à plusieurs titres. D'une part, s'assurer de la cohérence des questionnements avec le vécu des patients, pour ne pas qu'une question soit en dehors d'une grille de lecture des répondants, c'est quand même l'objectif principal. S'assurer de la formulation aussi, en particulier de la cohérence entre les langues, car lorsqu'on parle d'une étude internationale, eh bien, les termes peuvent varier quand on les traduit, tant d'un point de vue sémantique que d'un point de vue culturel, rendant la comparaison entre les questions difficiles, voire erronées. Donc c'était un garde-fou très important pour nous. Et puis enfin, s'assurer que l'objectif initial dont je vous ai parlé à l'instant est respecté et conforme aux attentes premières des patients et de leurs représentants. Alors nous avons voulu être rigoureux, bien évidemment, dans la collecte des données personnelles, bien évidemment car on touche à des sujets sensibles, mais aussi car une étude internationale, elle doit tenir compte à la fois de l'endroit où les données sont traitées, donc en Europe, donc soumises au RGPD, mais aussi dans les pays où les répondants se trouvent, c'est-à-dire potentiellement n'importe où. Et les réglementations étant très diverses, il était impossible de toutes les connaître et de toutes les appliquer. Et donc, nous avons fait le choix très tôt, dans la méthodologie, de ne pas collecter d'informations personnelles permettant de mener directement ou indirectement par des recoupements à l'identification des répondants. Alors, ces restrictions, elles ont forcément des contraintes, notamment de ne pas pouvoir recontacter les répondants a posteriori, nous en sommes strictement incapables, de ne pas disposer également de données géographiques fines, c'est-à-dire en deçà du pays de réponse, ou bien encore quelques restrictions dans certains croisements des données de l'étude. Mais de ce fait, cette étude étant basée sur un questionnaire auto-administré, des personnes qui acceptent volontairement, anonymement,
sans contrainte de suivi de participer à l'étude, eh bien le protocole d'étude a été finalement beaucoup plus souple, sans CPP notamment, et en dehors des contraintes, alors contraintes légitimes, entendons-nous bien, de la loi Jardé. Le questionnement a été proposé dans 8 langues différentes, selon 5 chapitres pour les patients et 1 chapitre pour les aidants. Aucune question n'était obligatoire, à part des variables de tri, qui étaient l'âge, le genre, le pays de résidence, le revenu et, bien évidemment, le type d'amylose. Alors l'idée de ce chapitrage, il était double. D'abord, rythmer le questionnaire, qui était long, autour de chapitres digestes et logiques, laisser aux répondants la possibilité de terminer un chapitre sans forcément répondre aux autres, mais également de pouvoir y revenir ultérieurement. Scinder les chapitres est arrivé finalement assez naturellement dans la construction du questionnaire pour des raisons d'abord de charge importante pour les patients lorsqu'on pose des batteries importantes de questions. 130 questions pour les patients, 20 pour les aidants. Donc c'est quand même assez important. Et, alors il était toujours possible pour les patients de remplir le questionnaire en entier en une seule fois, mais la séparation du questionnaire a été salutaire pour l'adhésion à la démarche. Un questionnaire en une seule fois aurait été, à mon avis, une source d'abandon extrêmement important et donc délétère pour la démarche. Nous avons rassemblé l'ensemble des réponses sur tous les pays, donc questionnaire par questionnaire, sur chacune des 8 langues, établi une base de données globale étant l'ossature de l'analyse. Alors des rapports par pays sont prévus lorsque les données sont statistiquement significatives et suffisamment robustes, ainsi qu'à une sorte de dashboard interactif qui permet de croiser toutes les données selon des variables de tri. Et tout cela est en cours de développement et fera aussi l'objet de publications sur l'année 2026. Nous y tenons particulièrement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des réponses, les questionnaires ont été disponibles sur une durée de 6 mois, alors ce qui est relativement long, mais qui était indispensable pour maximiser le nombre des répondants. Nous avons eu une courbe assez classique finalement de réponses en U, avec un démarrage du nombre de répondants assez important au départ, et puis une période plus creuse, qui coïncidait d'ailleurs avec les périodes de fête de la fin 2024, et une accélération en fin de période de passation, notamment sur certains pays qui ont commencé plus tard leur communication, ou bien qui ont mis plus de temps à emporter l'adhésion de la communauté dans la diffusion large de l'enquête. Et au final, un temps de réponse plus court qu'attendu, de 19 minutes, qui s'explique aussi parce que toutes les questions étaient fermées et n'étaient pas toutes disponibles à tous les répondants, puisque ça dépendait également aussi de leur situation. Les personnes qui n'avaient pas d'aidants, par exemple, passaient toute la partie sur ces questionnements qui ne les concernaient pas. Et une durée beaucoup plus faible pour les aidants sur un questionnaire qui était bien plus réduit, de moins de 4 minutes. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, cette étude elle a été menée sur le plan international et a permis de récolter presque 3000 répondants et plus de 650 aidants sur 43 pays qui ont participé. Alors, c'est un chiffre sur lequel il faut prendre du recul, car la promotion de l'étude et donc le nombre de répondants dépend essentiellement de la dynamique et de sa diffusion via les relais locaux. La France a été, et de loin, le pays qui a le plus participé. Thibaut Damy le soulignait ce matin, avec presque un tiers des répondants qui viennent de France, 919 patients et 193 aidants. Il faut voir que le nombre de répondants est surtout un reflet du tissu, du réseau de soins et de prise en charge de l'amylose. En France, nous avons la chance d'avoir un réseau de prise en charge qui est performant, des professionnels qui sont engagés et la collaboration avec l'association française qui a parfaitement fonctionné pour maximiser le nombre de répondants. Et donc le nombre de répondants et leur répartition est directement le reflet de cette dynamique, le fruit d'une collaboration entre les associations nationales membres de l'Alliance et le corps médical pour la promotion et la diffusion des questionnaires. Elle a été déterminante. 38% de femmes, 62% d'hommes dans notre échantillon, une moyenne de 66 ans pour l'ensemble des répondants, une médiane à 72 ans, un revenu annuel majoritairement situé dans la tranche 30 à 60 $. Alors ce chiffre, il n'a pas de sens en tant que tel, Il est à mettre au regard du niveau de vie et du système de santé de chacun des pays. Cette analyse n'a pas encore été faite, mais le gradient social pouvant être un facteur déterminant de la qualité et de l'accès aux soins, c'est un des axes de travail qui devrait être poursuivi. En ce qui concerne la répartition par type d'amylose, un tiers des répondants ont une amylose AL, un petit tiers une amylose ATTR héréditaire, donc bien plus que l'épidémiologie, et un quart une amylose TTR sauvage. Alors cette répartition des répondants, ce n'était pas le miroir de l'épidémiologie, pas du tout, ce n'était pas l'objectif. L'échantillon il a sa propre structure et il est le reflet essentiellement de la méthode de passation que je vous ai dit juste avant. Il est à noter que 7% des patients n'ont pas été en capacité de qualifier le type d'amylose dont ils étaient atteints.
Alors, une donnée essentielle que nous attendons dans cette étude, c'est la durée moyenne entre les premiers symptômes et le diagnostic, qui est environ de 1,7 années pour l'ensemble des répondants. La médiane est plus faible, car la moyenne est poussée par des durées du diagnostic qui sont parfois extrêmement tardives, parfois plus de 10 ans, ce qui vient amplifier la moyenne. Alors bien évidemment, ce chiffre d'1,7 année, il dépend aussi du type d'amylose que l'on diagnostique et de la région du monde que l'on regarde. Et vous voyez sur ce graphique que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord sont particulièrement au-dessus des données moyennes, avec respectivement 2,9 et 2,6 années de diagnostic. Une différence significative que nous avons remarquée également, c'est un délai de diagnostic légèrement plus long pour les femmes que pour les hommes, 1,6 années pour les hommes et presque 2 ans pour les femmes, 1,9 exactement. Ce sujet est un des aspects qui nous interpelle sur les différences de prise en charge entre les femmes et les hommes qui méritent d'être creusées en lui-même, avec d'autres enseignements de cette étude, mais aussi avec d'autres études. Les patients affirment que le délai de diagnostic est une période pendant laquelle les symptômes s'aggravent. 63% des patients constatent une aggravation des symptômes pendant la période, avec un pic à 79% pour l'Amérique du Sud, soit 16 points de plus que la moyenne, et 71% pour l'Amérique du Nord, 8 points de plus. Et ce sont, rappelez-vous, les deux continents où le délai de diagnostic était plus long, et c'est bien entendu pas un hasard. Alors on peut pas être surpris de mettre ces chiffres en avant, mais c'est un argument de poids afin de disposer d'arguments solides et chiffrés. Enfin, avant de passer la parole pour aller plus loin dans le détail, un dernier point sur le manque de connaissance de l'amylose par les médecins généralistes. J'ai presque terminé. 41% des médecins généralistes ont visiblement découvert la maladie lorsque les patients en ont parlé, chiffre auquel il faut ajouter 46% des médecins généralistes qui ne connaissaient la maladie de manière finalement assez théorique, car ils n'ont jamais eu dans leur patientèle 2 patients avec une amylose auparavant. Je tiens à remercier particulièrement les patients et les aidants qui ont participé à l'enquête, les membres de l'Alliance, le comité scientifique, le comité de pilotage, et puis les médecins et les centres de soins, sans lesquels on n'aurait pas pu performer sur cette étude. Leur rapport a été déterminant, essentiel, et la moindre des choses, c'est que nous triturions tous ces résultats, les résultats par les médecins, pour que les enseignements puissent servir toute la communauté. Je vais passer la parole au professeur Sophie Georgin Lavial, le professeur Arnaud Jacquard et le professeur Olivier Lérès qui vont rentrer plus dans le détail des résultats de cette étude sur la France. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais vous parler des aidants. Donc, focus sur les aidants et sur les résultats pour la France. Donc, 193 aidants ont répondu au questionnaire. Donc, les résultats sont relativement en miroir par rapport aux ceux des patients, mais ça permet quand même un éclairage spécifique sur la vie des aidants. Donc, sur ces 193 aidants, c'était majoritairement des conjoints, 73%, et bien majoritairement des femmes, 83%, avec un âge le plus fréquent de ces aidants entre 50 et 79 ans. Et les types d'amylose suivis étaient, je les ai mis ici par ordre décroissant des répondants, donc des aidants, qui sont relativement proches de la répartition dans l'enquête. Donc, un peu plus d'ATTR muté, ensuite AL, ensuite ATTR wild type, et ensuite AA. Les aidants ont rapporté que leur activité d'aide était devenue quotidienne, donc 43% d'entre eux aident plusieurs heures par jour les patients. Ensuite, 33% d'entre eux, 33% des personnes qui ont répondu, c'était un autre tiers qui aidait, donc en plus d'eux. Et cela souligne vraiment le rôle clé des aidants, que ce soit ceux qui ont répondu ou d'autres personnes, qui sont vraiment des piliers de l'organisation au quotidien pour les patients qui souffrent d'amylose. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Je ne vous ai pas mis le détail, mais j'ai listé ce qui était principal. Donc, porter les courses, aider aux tâches ménagères et accompagner pour les déplacements. C'est ce qui prend le plus de temps par jour. Ensuite, surveiller la prise des traitements, donc aider à leur prise et aider à la régularité de cette dernière. De façon intéressante, les patients reconnaissent ce rôle des aidants, mais sous-estiment probablement parfois l'ampleur de cette aide, ce qui était vraiment visible sur les résultats de la perception des patients. Donc, une autre donnée importante, 20% des aidants ont dû adapter leur programme professionnel pour pouvoir aider les patients.
Donc, quand ils étaient en activité, ils se sont soit mis en arrêt de travail, soit à temps partiel, soit un changement de poste, soit la mise en télétravail, ce qui signifie que l'amylose impacte non seulement, bien sûr, le patient et sa trajectoire professionnelle, mais aussi celle des proches et aidants, comme le montre ce chiffre. Ensuite, il y a un impact important sur le moral des aidants, puisque 70% de ceux qui ont répondu ont jugé que leur qualité de vie s'est dégradée. C'est donc un chiffre important. D'ailleurs, ils sont plus touchés que ce que perçoivent les patients. Et cette dimension est le plus souvent invisible, notamment en consultation, alors soit parce que ce n'est pas demandé par le médecin, soit parce que l'aidant n'en parle pas spontanément, mais en tout cas, elle est très présente dans le vécu. Enfin, il y avait des questions sur le renoncement dans la vie sociale des aidants. Donc, il y a plusieurs renoncements qui sont notés. D'abord, pour les sorties et les voyages, donc plus d'un tiers, plus de 30% d'entre eux ont exposé qu'ils renonçaient à des voyages ou à des sorties entre amis pour s'occuper de la personne qui est malade. Renoncer à d'autres activités, notamment culturelles, sportives, associatives. Et la conclusion de tout ça, c'est que l'aidant devient le coordinateur de la maladie au prix, dans une grande partie, de sa propre vie sociale. Les autres choses qui ont été mises en évidence, c'est que le diagnostic d'amylose est souvent peu accompagné. Donc les aidants ont exposé qu'il y avait peu de documents d'information remis. Alors ils ne doivent pas connaître tous les documents qui sont fournis par l'AFCA, parce qu'il y en a beaucoup, et puis par tous les réseaux. Donc en tout cas, ils mentionnaient que 61% n'ont pas reçu d'informations au moment du diagnostic. Ensuite, et ça rejoint ce que vient de dire Emmanuel James, les médecins généralistes sont peu informés, 40% ne connaissaient pas l'amylose. Et les conséquences de tout ça, c'est que plusieurs aidants ont noté qu'ils se sentaient démunis pour comprendre la maladie, s'organiser et mobiliser les aides. Donc, que retenir de ces informations sur les aidants pour notre pratique? Je rappelle 193 réponses pour la France. Petit 1 sur la considération de l'amylose. Il ne faut pas la penser que comme une maladie d'un patient, mais comme une maladie plus globale, donc du couple / de la famille. Deuxièmement, lors de l'annonce, le rôle de l'aidant est important. Il convient de l'intégrer à l'annonce diagnostique. Ensuite, en termes d'information et d'éducation thérapeutique, on parlait juste avant cette session d'éducation thérapeutique, donc il convient d'intégrer l'aidant dans l'information au tout début, puis ensuite probablement de lui proposer d'assister aux séances d'éducation thérapeutique s'il peut se disponibiliser. Et dans cette perspective, peut-être que des séances en visio ou hybride pourraient être judicieuses. Enfin, en termes de soutien social et de ressources, il convient également d'intégrer l'aidant dans la discussion sur les droits sociaux et l'orientation vers les ressources. Voilà, je pense que Sylvia ne va pas faire biper puisque j'ai tenu mon temps. Donc je vais terminer sur les messages clés sur les aidants au niveau français. Leurs profils, ce sont majoritairement des conjoints et dans une très très grande majorité des femmes qui sont très impliquées, vous l'avez vu, dans le quotidien, plusieurs heures par jour. Leur charge est importante. Nous avons une charge émotionnelle, en plus de sociale et professionnelle, qui est souvent sous-estimée, sous-reconnue. Donc il y a une importance vraiment à apporter pour soutenir les aidants, mieux les identifier et ainsi améliorer la trajectoire des patients atteints des diverses variétés amyloïdes. Voilà. Voilà, Arnaud, tu as été annoncé, donc tu nous fais l'amylose AL, AmiLife. Donc focus sur l'amylose AL de cette grande étude qui a inclus plus de 900 patients français. C'est intéressant de voir que les patients avec une amylose AL, alors que l'amylose AL est beaucoup moins fréquente que l'amylose TTR sauvage, ont répondu à peu près autant. Donc je ne sais pas, peut-être plus concernés, plus informés de leur maladie ou les réseaux pour les recruter étaient plus actifs, oui. Et je souligne aussi que, quand même, ça, c'est un peu embêtant pour les médecins qui prennent en charge ces patients, c'est que
7-8% de patients ne savaient pas quel type d'amylose ils avaient, et donc ils n'avaient vraiment pas eu une information correcte. Les patients avec une amylose AL, on développe la maladie un peu plus tôt. Alors ça, je pense, c'est beaucoup lié au fait que l'amylose ATTR wild type est vraiment liée à l'âge. La médiane d'apparition des immunoglobulines monoclonales, c'est à peu près 50 ans. Et il faut 10 à 15 ans pour développer une amylose AL. Il faut du temps pour que les fibrilles se forment. Donc la médiane d'âge qu'on connaît de l'amylose AL, c'est à peu près 63 ans, ce qui est assez concordant avec cette étude. Et les symptômes, pour la plupart des malades, commencent avant 65 ans. Les symptômes sont principalement cardiaques pour les TTR et les AL. Et pour les AL, c'est concordant avec la fréquence des atteintes qu'on connaît. Ça, c'est une grande étude coordonnée par Statis Gastritis à Athènes sur plus de 4000 patients européens. Et on voit que les 3/4 des malades ont une atteinte cardiaque et 64% une atteinte rénale et 95% le cœur, le rein ou les deux. Et j'en profite pour rappeler, en particulier aux cardiologues, quand ils hésitent entre une amylose TTR et une amylose AL, il faut faire une bandelette urinaire. 65% des patients avec une AL ont une protéinurie importante et il n'y a pas d'atteinte rénale dans les amyloses TTR. La moitié des patients sont hospitalisés ou admis aux urgences avant le diagnostic, et un peu plus chez les AL, qui ont souvent des pathologies plus sévères et qui évoluent plus vite. Et ça, c'est très embêtant quand on connaît l'état actuel des urgences dans nos hôpitaux. Et à Limoges, c'est une vraie catastrophe. Le délai diagnostic médian est de presque 10 mois pour les AL. C'est encore trop long. Ça dépend vraiment de la façon dont la maladie évolue et dont elle se présente. Ça peut être beaucoup plus long pour certaines atteintes. Une atteinte neurologique isolée, ça va être plutôt une médiane de 3 ans. Peut-être que les atteintes rénales, ça va un peu plus vite parce que dès qu'il y a des œdèmes, on peut espérer que les gens pensent à faire une protéinurie. Et s'il y a une protéinurie et que les patients vont dans un service de néphro, il y a des chances qu'ils aient une biopsie rénale et on va faire le diagnostic. Alors, ce qui me rend un tout petit peu optimiste, c'est quand on compare avec l'étude qui avait été faite par l'association sur plus de 600 patients qu'ils avaient interrogés. Alors, c'est une étude qui date de 2019, donc il y a quelques années. Là, la médiane, c'était plutôt plus de 1 an. Donc, en étant optimiste, on peut penser que ça s'est un petit peu raccourci. Et nous, on a fait une étude. C'était un maître de conférence de la fac de sciences qui est venu interroger les patients dans le service. 22 malades avec une amylose et 12 aidants, ou 21 et 12. Et 3 médecins avant que le diagnostic de l'amylose soit posé. Un des patients avait consulté 8 médecins. Donc il y a encore des errances diagnostiques importants et un temps avant diagnostic était de l'ordre de 1 an. Donc c'est concordant avec ces délais qui restent trop longs. Et ça fait des années qu'on essaie de le raccourcir et c'est difficile. Et ce qui a été dit là avant sur les généralistes, dont une bonne partie n'a jamais vu d'amylose, pas très étonnant, au moins pour les amyloses AL. Je pense qu'avec les TTR, ça va complètement changer parce que c'est beaucoup plus fréquent. Mais il y a à peu près 5000 personnes qui vivent en France, 5-6 000 personnes avec une amylose AL, et il y a peut-être 100 000 ou un peu plus généralistes, donc ils ne devront pas tous voir un patient avec une amylose AL pendant leur carrière, et c'est difficile d'intéresser les médecins à une pathologie qu'ils ne rencontrent pas. Donc on n'a pas encore réglé le problème de comment faire le diagnostic plus vite. Peut-être que les outils d'intelligence artificielle vont nous aider. Les symptômes s'aggravent pendant l'attente du diagnostic, quel que soit le type d'amylose, et plus pour les amyloses AL qui vont plus vite. Donc ça, c'est un message extrêmement important. Si on veut ne pas arriver, la courbe bleue, qui est la nouvelle classification de la Mayo Clinic, 3C, 3B, c'était plus de 8500 de NT-proBNP, une troponine élevée. 3C, c'est avec un strain qui a moins de 9%. Donc vraiment des malades extrêmement sévères. Et donc, il faut faire le diagnostic avant d'en arriver là. Sinon, c'est dur de sortir les patients de cette situation.
Le délai d'initiation du traitement, par contre, il est homogène et il est relativement court, hein, de l'ordre de 1 mois. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Les traitements commencent rapidement. En France, 71% des patients ont reçu ou reçoivent du daratumumab. Donc on a vraiment l'impression que l'étude Andromeda a convaincu les médecins et que les recommandations qui sont d'utiliser DARA-VCD ou DARA-VD chez la majorité des patients sont bien suivies. Il y a 30% qui n'ont pas reçu de DARA, mais c'est peut-être simplement des patients qui ont reçu un autre traitement et qui sont toujours en rémission. Moi, j'ai un patient, par exemple, qui a reçu du VCD il y a 17 ans et qui est toujours en rémission. Donc, ces patients-là n'ont pas besoin de daratumumab. Alors, il y a un truc sur le JAK2 oral qui n'est pas du tout un traitement de l'amylose. Donc, il faudra regarder qu'est-ce que ça vient faire là. Peut-être c'est une erreur simplement ça doit être peut-être inhibiteur de BCL2 ou il faudra voir. Le traitement est prescrit dans moins de 50% des cas par un centre expert, un peu moins souvent pour les AL que pour les TTR, en particulier les TTR mutés, qui sont vraiment pris en charge très souvent dans des centres experts de neurologie. Alors ça doit être relativisé en France avec le fait qu'on fonctionne en réseau et qu'on a un RCP où on voit beaucoup de malades. On a vu plus de 2500 dossiers depuis 2016. En 2023, par exemple, on avait vu plus de 500 dossiers. Donc une bonne partie des gens sont traités près de chez eux, mais quand même avec l'avis d'un centre expert. Donc pour conclure, 44% des patients développent les symptômes de l'amylose avant 65 ans, plutôt chez les patients avec une amylose AL que les autres types. Les 2/3 avant 65 ans, près de la moitié des patients sont hospitalisés ou admis aux urgences avant le diagnostic. Et c'est sûr que des patients qui viennent aux urgences pour un essoufflement et qui ont un bilan et qui va rater le diagnostic d'amylose, c'est pas rare. Ça arrive de moins en moins. Ça arrivait beaucoup quand j'ai commencé à m'occuper de patients avec des amyloses. Vous arrivez essoufflé aux urgences, vous avez une troponine élevée, vous avez un cœur un peu gros, ce qui ne choque pas vraiment le cardiologue parce que c'est relativement banal. Vous avez une coronarographie qui est normale et vous ressortez avec un diagnostic, c'est pas cardiaque. Et quelquefois, ça peut amener à des errances diagnostiques assez prolongées. Mais ça, je pense que c'est vraiment le bénéfice de tout ce qui a été fait pour sensibiliser les cardiologues, en particulier par Thibaut, et l'arrivée de l'amylose à transthyrétine, qui fait que c'est quelque chose qui arrive de moins en moins. Le délai avant traitement est court, ça c'est bien. Les traitements, les recommandations sont bien appliquées et le traitement n'est pas très souvent fait dans un centre de référence, mais c'est en accord avec le fait qu'on avait décidé dès le départ de fonctionner en réseau. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, puis le dernier focus sur l'amylose ATTR par Olivier Lérez. Bonjour à tous. Merci au Conseil scientifique pour cette invitation et particulièrement à l'Association française contre l'amylose de m'avoir proposé effectivement de présenter ces résultats en focalisant sur l'amylose à transthyrétine sous l'œil bienveillant de Sylvia. Vous avez ici mes liens d'intérêt. Tu peux démarrer le chrono, je t'en prie. Et bon, pour revenir sur ce qui a été dit par Emmanuel Jam sur ce questionnaire, hein, sur 919 patients français sur lesquels je vais me concentrer. Donc vous aurez aussi les résultats qui ont été mis en parallèle sur les résultats du questionnaire global. Mais cela dit, l'idée ici est de se concentrer sur les patients français. Beaucoup de résultats ont déjà été montrés globalement par Arnaud Jacquard, mais je reviendrai peut-être, j'essaierai de me concentrer sur la partie transthyrétine. Et simplement également pour revenir sur ce questionnaire, pour dire qu'il était assez complet, s'intéressant à la fois au parcours de soins qui, vous le savez, est un élément majeur aujourd'hui, aux soins reçus et puis à l'impact sur le quotidien financier, sur les aidants et sur la qualité de vie, bien évidemment. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, eh bien, et encore une fois, je reviendrai là-dessus sur la fin, c'est toutes les limites de ce type de questionnaire. C'est qu'on ne peut croire que ceux qui ont répondu. Donc, on a forcément un biais de répondants, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça,
En tout cas, aujourd'hui, si vous regardez les statistiques et si vous faites la somme des ATTRV, qui sont les variants, à savoir les patients qui ont une amylose à transthyrétine héréditaire, et les WT, les wild type, qui sont les amyloses à transthyrétine sauvages, eh bien, vous voyez que l'amylose à transthyrétine est aujourd'hui passée l'amylose majoritaire, encore une fois, mais parmi les gens qui ont répondu. Alors, cela dit, si on regarde les données récentes, en fait, il s'avère que, effectivement, l'avènement de l'imagerie et des diagnostics non invasifs pour le diagnostic de l'amylose à transthyrétine, après avoir écarté les amyloses à chaîne légère, eh bien, a permis une explosion, ici vous le voyez, de 250% des amyloses, des diagnostics d'amylose cardiaque. Et donc, on comprend qu'on voit passer devant, vous le voyez en bleu foncé, les amyloses à transthyrétine sauvages, et donc qui explique ce passage des amyloses à transthyrétine devant les autres amyloses en termes de prévalence, et qui a par ailleurs changé le phénotype de nos amyloses, de ces amyloses. 47% des patients vont développer, des patients porteurs d'amylose à transthyrétine mutée vont développer des symptômes avant 65 ans. C'est un élément qui me semble important puisque vous le voyez, on a des patients jeunes qui vont, donc je vous invite à regarder essentiellement les colonnes en bleu qui sont celles des données françaises, qui sont relativement homogènes par rapport à celles du reste des répondants en international. Et on voit qu'on a des patients jeunes qui rentrent dans la maladie, vous le voyez, qui peuvent rentrer dès l'âge de 35 ans. Et donc on est sur des patients actifs qui vont être impactés potentiellement par leurs symptômes. Et si on s'intéresse maintenant au profil des amyloses à transthyrétine sauvage, eh bien on voit qu'on a le phénomène inverse avec ici une grande majorité des patients qui vont être diagnostiqués après 65 ans. Et pour ces amyloses qui sont parfois mises dans le même panier, on s'aperçoit qu'on a deux profils d'entrée dans la maladie, en tout cas d'âge d'entrée dans la maladie, qui sont différents et qui doivent, il me semble, nous interpeller. Maintenant, si on s'intéresse aux symptômes, et Arnaud Jacquard a déjà montré cette diapositive, mais il me semble important, si on se concentre sur les deux colonnes de droite, que sont les amyloses à transthyrétine héréditaire et les amyloses à transthyrétine sauvage, eh bien, vous voyez qu'on a essentiellement des symptômes cardiologiques, de l'essoufflement et des problématiques cardiaques, arythmie, valvulopathie, et insuffisance cardiaque au sens large pour les amyloses à transthyrétine sauvage, là où on aura une symptomatologie plutôt neurologique dans les amyloses à transthyrétine mutées héréditaires avec des paresthésies, mais également des symptomatologies algiques de neuropathie et qui font qu'on a également une hétérogénéité de symptômes pour ces deux amyloses qui pour autant pourraient intuitivement être mises dans le même panier. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été bien décrit, où vous le voyez ici, en rouge, les amyloses à transthyrétine sauvage et en jaune, les amyloses à transthyrétine héréditaire. On voit que si on a une certaine homogénéité autour de la problématique cardiaque des amyloses à transthyrétine sauvage, eh bien, il y a une hétérogénéité des symptômes qui en fait probablement également la difficulté diagnostique dans les amyloses à transthyrétine héréditaire, et c'est ce que retrouve ce questionnaire. Et c'est ce qui explique, par extension, ces délais diagnostiques dont Arnaud Jacquard a déjà montré. Mais vous voyez que si on a des délais qui se tiennent à peu près pour les autres amyloses, eh bien, on a quand même ces amyloses à transthyrétine mutée qui ont des délais un peu plus longs que les autres, probablement encore une fois, et c'est important de le souligner. Et on voit que malgré l'évolution des techniques diagnostiques, et notamment sur l'imagerie non invasive du cœur, on reste sur des délais qui sont plus longs dans les amyloses à transthyrétine mutée, probablement encore une fois du fait de l'hétérogénéité des symptômes et peut-être également sur la difficulté du diagnostic derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, a pour autant été décrit et qui, on le voit, on a du mal à avancer sur ces délais de symptômes, à savoir que vous voyez encore une fois en jaune les amyloses à transthyrétine mutée qui peuvent avoir des délais parfois très longs du fait, encore une fois, du caractère très protéiforme des symptômes qui font entrer dans la maladie. Enfin, pour aborder la partie thérapeutique, vous le voyez ici, les amyloses à transthyrétine sauvage, qui, on l'a vu, vont être essentiellement axées sur une problématique cardiologique. Et donc 96% ici vont être traités par tafamidis 61 mg. On peut s'interroger sur les 3% de difluzinal qui théoriquement ne sont pas traités. Enfin, théoriquement, les patients français ne sont pas traités par ces molécules, plutôt à l'étranger où on a des autorisations de mise sur le marché. Enfin, vous le voyez ici, un marché quasiment exclusivement dominé par le tafamidis 61 mg, qui est la seule molécule qui avait une autorisation de mise sur le marché. Et on le voit, par contre,
une sorte plus de pluralité en ce qui concerne les amyloses à transthyrétine héréditaires, puisque vous le voyez, 50% sont traités par tafamidis, ce qui veut dire que 50% de la population sont traités par d'autres molécules, telles que les ARN interférents ou les ARN antisens qu'on voit arriver aujourd'hui sur le marché. Et vous le voyez, une certaine hétérogénéité dans ces traitements et qui reflète, parce que les neurologues, je pense, ont un certain temps d'avance dans ce domaine, avec des essais cliniques qui ont montré de l'efficacité et qui reflètent de la richesse thérapeutique qui arrive, sans rentrer dans les détails, mais on sait tous aujourd'hui qu'on va avoir énormément de nouvelles molécules qui vont interférer, qui vont intervenir sur différents temps de la physiopathologie de la transthyrétine, et donc ces neuropathies et les patients atteints des formes héréditaires et donc avec souvent une composante neurologique, eh bien, vont bénéficier de plus de molécules thérapeutiques. Et pour en arriver à cette diapositive que Arnaud Jacquard a également montré, mais qui était le traitement dans moins de 50% prescrit dans un centre expert, et ce qui doit nous interroger, parce que on voit qu'on a une diversité des molécules qui arrivent sur le marché, dont les patients atteints d'amylose à transthyrétine héréditaire sont la preuve, avec une diversité des molécules disponibles, et pour autant, moins de la moitié prescrit dans des centres experts. Alors peut-être un résultat à nuancer du fait du caractère questionnaire du fait que ce soit un questionnaire. Ce sont des choses quand même à confirmer, parce qu'il me semble que plus on aura de thérapeutique, plus il faudra quand même une certaine expertise pour positionner cette thérapeutique en fonction du profil du patient. Enfin, et ça a déjà été montré, les amyloses restent les amyloses et impactent énormément la qualité de vie. Alors, on l'a déjà vu, vous voyez ici que tous les patients, dans leur majorité, ont une qualité de vie dégradée. On l'a vu dans les amyloses à transthyrétine héréditaires, des patients qui sont souvent jeunes. Donc, on voit quel impact peut avoir la maladie. Et ça, je crois que ça a déjà été dit, mais ça valait le coup d'être répété. Alors, tout ça, ça doit être interprété dans un contexte de certaines limites, qui est le biais de non-réponse, à savoir, j'ai un questionnaire, mais j'y réponds pas. Du coup, qui suis-je, moi qui n'ai pas répondu au questionnaire? C'est une question qu'il faudra se poser. Il y a un biais de sélection aussi. Il y a certaines personnes qui sont plus à même de répondre à des questionnaires, et ça veut dire que du coup, on s'intéresse à sa pathologie, et donc il y a un certain biais de réponse. Puis biais d'accessibilité ou de capacité, puisqu'on l'a vu, on était sur un questionnaire essentiellement numérique et qui potentiellement peut poser certaines limites d'accessibilité à l'outil numérique ou à l'outil digital. Mais malgré tout ça, si je devais du coup faire une synthèse de cette partie focalisée sur les amyloses à transthyrétine, eh bien on voit encore une fois avec le biais de réponse que ce sont les amyloses qui vont devenir les plus fréquentes et dont il faudra tenir compte, puisque le risque, c'est potentiellement de négliger les autres amyloses, comme on peut le voir nous dans le domaine cardiaque, où de temps en temps on a tendance à oublier qu'il existe aussi d'autres amyloses. On a une hétérogénéité de présentation de ces amyloses à transthyrétine héréditaires et sauvages, et ce, malgré le fait que ce soit des amyloses à transthyrétine, avec une amylose essentiellement cardiaque pour la transthyrétine sauvage, mais une amylose protéiforme pour l'amylose à transthyrétine héréditaire, qui explique des délais diagnostiques plus longs, avec par ailleurs une pluralité des traitements pour l'amylose à transthyrétine héréditaire, et qui doit nous interroger sur la capacité de transfert dans la prise en charge des centres non experts, puisqu'on l'a vu, une place de plus en plus importante des centres non experts, et pour autant qui devront appréhender demain la pluralité de ces traitements. Je vous remercie pour votre attention. Bon, on a un petit peu de temps pour la discussion. Si les orateurs, si vous voulez revenir, peut-être là, il n'y a pas beaucoup de place, mais pour la discussion, ouais, on va laisser là. Ouais. Ouais, je suis désolé, il y a un manque de chaises, sophistes. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En distanciel, hein, vous pouvez poser vos questions aussi via l'application et on les lit, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas. Juste moi, Thibaut, j'en profite juste pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, au même titre que ce qui se fait dans l'amylose AL et que ce que vous avez mis en place dans l'amylose TTR wild-type, il y a aussi des RCP qui nous aident beaucoup pour cette prise en charge qui peut se faire dans les centres de compétences. Donc, on a mis en place ces RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires. On n'a pas toujours beaucoup de disciplines, mais on a un cardiologue, un hépatologue qui sont là en général et qui permettent aussi d'aider, en fait, de partager ces décisions sur, en effet,
le contexte qui a beaucoup changé avec beaucoup de traitements disponibles et pas toujours savoir comment passer de l'un à l'autre, est-ce qu'il faut changer, quels sont les critères de changement. Et ça nous a beaucoup, enfin nous on a beaucoup appris en plus avec ces discussions de ces dossiers de province et je pense qu'il faut, enfin, je dis province parce que nous on est à Paris, mais de partout en France et que c'est vraiment des moments riches et c'est ça qui permet en fait que les patients, à mon sens, sont bien pris en charge partout sur le territoire. Je pense que c'est indispensable, d'où l'idée du transfert d'expertise. Et je pense que ces RCP ont vocation à faire ça, à transférer l'expertise de façon à ce que, effectivement, ce soit plus aux patients de se déplacer ou à concentrer l'expertise sur un seul centre, mais à permettre effectivement une homogénéité sur le territoire. Mais du coup, c'est un véritable enjeu parce que on l'a vu, en tout cas nous, sur le domaine de la transthyrétine sauvage, il y a un traitement qui, quand il est arrivé, était initialement assez concentré sur les centres experts, avec la définition qu'on peut mettre derrière expert, hein, qui n'est pas définie, et qui aujourd'hui est complètement démocratisée, et tant mieux, mais qui du coup nécessite de s'assurer du transfert d'expertise pour le prescripteur. Après, il y a peut-être un biais dans la réponse des patients, c'est que je ne suis pas sûr que les centres experts ou centres de référence aient un super affichage. Et il y a des patients qui ne savent pas quel type d'amylose ils ont, mais je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui ne savent pas par qui ils sont pris en charge, en fait. Alors, moi, j'aurais une question pour prolonger la discussion. On discute à chaque CFMA, JFMA, MAC, la formation des généralistes. Et pour encore gagner du temps, enfin, avoir des diagnostics plus précoces, est-ce que vous ne pensez pas que patients et centres experts ont une responsabilité commune de passer des informations aux patients pour que le patient puisse voir le médecin généraliste? Parce qu'une fois qu'on a raté un diagnostic, ou du moins que ça a pris du temps, je pense qu'après, on est vraiment sensibilisé et il n'y a pas deux fois la même erreur, entre guillemets, ou retard. Après, tous nos patients arrivent avec retard et toujours trop tard, de toute façon. Bien sûr, tout à fait, Thibault. Donc, en fait, nous, en tant que patients, on y contribue aussi. Personnellement, je viens voir mon médecin généraliste quand je sais qu'elle forme des jeunes médecins pour qu'ils entendent parler d'amylose, parce que les items ont hélas été retirés de la formation des médecins parce qu'il y a déjà trop de sujets à apprendre, et donc les jeunes en formation actuellement n'entendent pas parler d'amylose lors de leur formation en tant que médecin. Voilà, donc sauf ceux qui se destinent à la médecine interne ou hématologie ou cardiologie, voilà, ou autres spécialités qui pourraient avoir un lien avec l'amylose. Donc ça, c'est bien dommage. Voilà, donc merci pour vos focus déjà sur l'étude AmiLife. En fait, ce qui reste encore à faire quand on voit le retard diagnostique qui persiste, hein, c'est un petit peu interloquant, en fait, même pour les amyloses AL. Nous avons, pour l'association, en fait, personnellement, j'anime tous les mois le café virtuel amylose AL. Et nous avons encore des patients qui ont un délai vraiment trop long avant le diagnostic et qui se dégradent et qui arrivent vraiment avec une amylose très grave, malheureusement, au moment du diagnostic. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourrait bien sûr améliorer encore. Hein. Et il y a une disparité entre les patients qui sont suivis dans les centres experts et d'autres, malgré la tenue des RCP. Hein. Donc, parce que tous les médecins ne demandent pas des RCP. Il y a des patients qui doivent insister, poussés par l'AFCA, pour demander des RCP, et des médecins qui les suivent qui ne réagissent pas tous favorablement. Voilà. Pour l'information des médecins, nous, on a mis en place à un moment où on envoyait systématiquement le résumé du PNDS à destination des médecins traitants avec les courriers de nos patients pour diffuser un petit peu cette information. Donc on a mis ça en place et il y a quelques retours positifs où les patients étaient contents de dire le médecin a lu le document et il m'a dit qu'il avait appris des choses, ou il s'est intéressé, il a été regardé. Donc ça, c'était une petite technique facile, ou même le lien sur le site de l'HAS, c'était un petit quelque chose qu'on avait mis en place. Et après, pour la question des RCP, enfin, je pense que ça dépend des types d'amylose et des thérapeutiques. Il y a un certain nombre de traitements qui sont soumis à une discussion en RCP. En tout cas, nous, on doit cocher la case quand on le prescrit, de dire est-ce que ce dossier a été discuté en RCP pour certaines prescriptions. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi inciter à aider à la discussion RCP. Et notre rôle, c'est aussi
je pense que nous le sommes tous, mais d'être très bienveillants sur des cas cliniques qui nous sont présentés, qui nous paraissent peut-être classiques pour nous. Voilà, pour moi, il n'y a pas de cas qui n'a pas sa place à être discuté en RCP, et je le dis régulièrement à mes confrères pour qu'ils soient à l'aise pour présenter n'importe quel cas. Bien sûr, hein, ça ne s'adresse pas du tout aux personnes présentes ici, malheureusement. Hein, donc, voilà. Le PNDS, c'est une très bonne idée, c'est ça que je vais faire, hein, parce que c'est tout simple. Ce qu'on a fait aussi, c'est donner le petit livre qu'avait fait l'association, en donner 2 exemplaires, un pour le patient et un pour le docteur. Et ça, c'était utile. Je voulais juste faire 3-4 remarques, je ne sais pas si on entend. On a des médecins, des confrères généralistes qui nous avaient dit qu'ils n'ont plus trop le temps d'ouvrir les courriers papier quand on met des leaflets dans des enveloppes. Donc, nous, on essayait d'envoyer des leaflets, des triptyques, un peu comme ceux du réseau, ceux de l'AFCA, où on en a sur l'amylose. Donc, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas, qu'ils ouvrent, qu'ils en prennent connaissance. La deuxième chose, peut-être un enjeu, peut-être quelque chose qu'on pourra faire pour l'an prochain. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits où on compare une IA versus un médecin qui va voir si en mettant des mots-clés, on arrive au diagnostic de l'amylose. Donc peut-être que grâce à toutes les IA de ChatGPT, puis d'autres, il y a pas mal d'outils qui sont mis en place, soit par les orphanettes, soit par des laboratoires. Je crois que c'est Sanofi qui en fait un, où les médecins généralistes pourront rentrer des mots-clés et voir s'il y a des propositions de diagnostic. Donc ça, peut-être qu'on pourra en parler pour améliorer le diagnostic de l'amylose. Il y a 2 outils qui sont en train d'être mis, en tout cas, en circulation. Et après, c'est une remarque sur ce qu'on a dit juste avant, puisque la variété d'amylose a été très peu représentée dans les répondants. On est plusieurs médecins d'amylose ici. On a quelques explications. Petit 1, nos patients amylosa sont souvent âgés, ne parlent pas toujours français, ne maîtrisent pas les outils de l'informatique, malheureusement. Donc ça, c'est une partie. Et la deuxième chose, c'est que, et je vous le présenterai cet après-midi, on a beaucoup travaillé en 2025 pour avoir un grand réseau sur l'amylosa. Donc maintenant, on a un peu plus de contacts de patients et de confrères. Donc potentiellement, on pourrait essayer de renvoyer maintenant qu'on a tout cartographié. Mais il y avait un défaut de cartographie. Et c'est dommage que peu aient répondu, mais ça témoigne aussi de leur possibilité d'utiliser les outils un petit peu modernes et de manier, ne serait-ce que... Il n'y a pas que l'histoire du français, parce que c'est traduit dans d'autres langues, mais d'avoir accès, de savoir remplir, et d'avoir la force. Voilà. On a la même réflexion sur les amyloses TTR wild type, parce que la moyenne d'âge dans notre cohorte nationale, c'est 82-83 ans, et là, c'est 72 ans. Donc, il y a pas mal d'amyloses wild type qui ont répondu, mais en fait, c'est les plus jeunes, quoi. Mais bon, après, il fallait faire un questionnaire. On en a beaucoup discuté au comité scientifique international, disponible dans le monde entier, format numérique. Et c'est sûr que ce que disait Olivier, c'est que c'est un biais, ne répondent que ceux qui ont répondu. Et les autres, on ne sait pas trop. Et évidemment, pour les amyloses à elles, sur les délais, c'est un gros problème qu'on a pour aussi élargir la discussion, c'est qu'on ne voit que ceux qui sont diagnostiqués. Et ça va tellement vite comme maladie. Moi, je voudrais bien savoir combien en fait sont décédés avant d'être diagnostiqués, mais c'est sûrement, on est sûrement sur une pointe de l'iceberg, malheureusement. On parlait de mettre des liens vers le PNDS, par exemple. Peut-être dans le dossier médical portable, on pourrait mettre effectivement celui-ci, mais aussi des liens par spécialité. Le lien sur les atteintes oculaires, le lien sur les problèmes digestifs, etc., etc. Comme ça, le patient aurait toujours sur lui tout ce qu'il faut pour dialoguer avec un nouveau médecin, avec des liens mis à jour, dernier cri. Et normalement, pour cela, il y a la carte urgence. Vous savez, les cartes urgence des filières. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes vos variétés. Nous, on l'a mise, la petite, et dessus, il y a un QR code qui renvoie normalement vers Orphanet et vers des infos. Il peut le mettre dans son porte-monnaie. Oui, en fait, elles existent, mais en théorie, parce que quand on n'est pas suivi, encore une fois, dans les centres, on ne les a pas, même dans les centres de compétences. Les filières sont censées les envoyer à chaque centre de compétences sur demande. Et puis, il faut donner le nom. En tout cas, je crois que ça existe. Peut-être sinon, il faudrait qu'on fasse peut-être un effort là-dessus pour remettre un peu d'énergie, voir est-ce qu'elles sont à jour, où sont-elles. Je ne sais pas si Arnaud, Thibault, vous en avez, les petites cartes cartonnées, là.
Le problème auquel on fait face, nous, pour notre centre, spécifiquement à Mont-d'Or, avec le réseau amylose, on a dû réaliser plus d'une quarantaine, voire cinquantaine de triptyques, à la fois pour les patients et les soignants. Et la masse d'informations tue l'information. C'est-à-dire que nos patients, ils se retrouvent avec 10 triptyques, suivant les atteintes, suivant etc., etc. Et après, qu'est-ce qu'ils en font ? Souvent, ils le gardent dans leur dossier, il faut être honnête, quoi. Au moins, ils ont l'information, ils savent qu'elle est là et ils l'ouvrent à la prochaine consultation, quoi. Mais voilà, ils ne sont pas tous comme ça, mais on voit quand même que c'est voilà, et les leaflets aussi de l'association qu'on donne, etc. Après, c'est quelle est la volonté, quel est le besoin des patients et des aidants de lire tout ça en fonction de leur âge, en fonction de leur motivation. Et on est quand même confronté à quelque chose. Et le numérique est une aide, mais après, donc nous, c'est ce qu'on fait avec Sylvia. Elle a mis au point sur Orbis. Il y a les sites qui sont affichés, voilà, mais surtout les comptes rendus. Mais est-ce que on ne sait pas quel est le nombre de patients ou de médecins qui vont aller voir. Et je crois que le contact humain, il n'y a que ça, en fait, pour enclencher. Et moi, je crois beaucoup aux patients qui vont voir ces médecins. Et en fait, on voit l'expertise que les patients finissent par acquérir et en fait, qui peuvent communiquer à nos collègues, en fait, qui voient les ORL. Enfin, évidemment, dans une prise en charge multidisciplinaire, c'est énorme. Et vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire grâce aux patients, en fait. Voilà. Surtout que tu as vu, 61% des personnes disaient qu'elles n'avaient pas eu d'infos au moment du diagnostic. C'est, à nous tous, ça nous semble inattendu, beaucoup. Oui. Vu le nombre de triptyques et de documents qu'on a déployés dans les 10 dernières années. Oui, c'est une réalité. Hein. C'est là qu'on intervient en service après-vente. Voilà. Okay. Au niveau de l'AFCA, on a une démarche où on essaie d'aller de plus en plus en région pour qu'en local, on puisse communiquer avec les médecins et nous faire connaître au maximum. Alors les petits bouquins sont très bien. Les cartes de visite suffisent aussi. Hein, parce qu'avec notre numéro de téléphone, notre email, c'est déjà le premier pas pour être en contact avec nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou il y avait une question dans le chat. Je ne sais pas, Hélène, tu veux la poser ? Juste, c'était à propos de la formation des médecins généralistes. Il y a quelqu'un en ligne qui faisait remarquer qu'on pouvait aussi former les gériatres. Voilà. Alors, les gériatres, il y en a dans la salle, hein, mais ils ont vraiment fait un bond en avant, à côté des cardiologues. C'est vrai que nous, on a des amyloses à elle un peu plus âgées, donc TTR, je veux dire, voilà. Wild type, donc on travaille beaucoup avec les gériatres et il y a vraiment, ils ont vite pris le pas. Après, pour les autres amyloses, je ne sais pas, mais c'est une question d'âge, finalement, de population. Mais nous, on travaille beaucoup avec eux, et nos patients ont effectivement un âge élevé pour les héréditaires cardiaques et les wild type. En fait, il faut voir, hein, c'est-à-dire que quand on se place dans notre position, c'est la masse en fait de médecins et de soignants paramédicaux, de ville ou hospitaliers, à former et à informer. C'est colossal et effectivement 6 000 maladies rares, comme tu disais Barbara. 7 000 alors ? Il y en a encore 1 000 de plus. Tu vois, voilà. Donc comment s'en sortir pour faire connaître les choses ? Et le fait qu'ils aient retiré l'amylose de l'internat, on en discutait au CFMA. Hein, donc vous savez, donc, les médecins sont formés via l'internat. Il y a des questions d'examen avec rang A, B, C. Et l'amylose a été sortie au dernier round parce que jugée trop rare. En hématologie, sur le livre qui sert pour apprendre aux futurs internes, l'amylose AL a été retirée il y a 2 générations de livres. Je dirais à remettre de toute urgence, parce qu'il y a aussi des hématologues qui connaissent mal l'amylose, donc AL. Ça existe. Jean-Christophe, une dernière peut-être petite question. Donc effectivement, la démarche de fonctionner par spécialité en réseau, c'est très utile. Là, il y a une initiative qui va démarrer au niveau des ophtalmos. Je pense côté gastro aussi, ça peut être intéressant parce que ça touche beaucoup les patients et avoir des gastros mieux informés en région, ça va dans le bon sens, hein, clairement. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va clore cette session. Donc on vous souhaite un bon appétit. Profitez bien des stands des partenaires. Merci à nos orateurs et à nos modérateurs.